Le dessous des cartes aujourd'hui ne va pas vous parler de changement climatique, mais des conséquences que va avoir ce changement sur nos économies, sur le tourisme, sur les migrations, sur la sécurité globale. Un certain nombre d'études ont été publiées récemment, 2006-2007, et je vais tenter d'en faire la synthèse. Les chercheurs se sont appuyés sur des données recueillies notamment par les biologistes, les océanographes, les glaciologues, ces derniers ayant constaté que la mémoire de notre climat était inscrite dans la glace. Les glaciologues récupèrent des carottes de glace pour analyser les bulles d'air emprisonnées au fil des siècles. Plus on fort profond, plus on remonte loin dans l'histoire de la composition de notre atmosphère terrestre. Et aujourd'hui, on en est à peu près à 800 000 ans, et cela s'appelle la paléoclimatologie. Les résultats obtenus montrent une augmentation de la présence de dioxyde de carbone dans les bulles d'air emprisonnées, dans une courbe que l'on peut mettre en corrélation avec l'augmentation des températures moyennes sur la Terre. Et cette évolution date d'environ 1830-1850, c'est-à-dire le début de la révolution industrielle. Ce qui fait monter la température, c'est la libération dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, ceux qui viennent de la consommation de combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, et ceux qui viennent des émissions de méthane dues à la multiplication des lieux de fermentation. Le bétail est de plus en plus nombreux, or les systèmes digestifs du bétail émettent du méthane. Les rizières, elles aussi, émettent du méthane et leur nombre a été multiplié par 100 depuis un demi-siècle. Et puis, il y a aussi la fonte des sols qui étaient gelés en permanence, c'est-à-dire le permafrost, situé dans l'extrême nord de l'Europe et de la Russie, qui libère là aussi du méthane qui monte dans l'atmosphère. L'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies a indiqué que la décennie 1990-2000 a été la plus chaude depuis 150 ans. Donc, quelles peuvent être les conséquences? D'abord, les zones froides du globe. Dans l'Antarctique, on a constaté une élévation de la température de 1,5 degré dans la dernière décennie, soit 5 fois plus que la moyenne planétaire. Cela a favorisé, entre autres, le détachement, en mars 2008, d'une énorme portion du plateau de Wilkins, d'une superficie équivalent à peu près à 4 fois celle de Paris, ce qui a libéré l'écoulement de fleuves internes au continent antarctique. Ce phénomène de fonte est encore beaucoup plus net dans l'Arctique. La superficie de la banquise n'était jamais descendue en dessous de 7 millions de kilomètres carrés dans l'Arctique. Eh bien, à la fin de l'été 2007, elle faisait 4 millions de kilomètres carrés et aucun modèle ne l'avait prédit. Depuis 15 ans, on a constaté que la banquise diminue en épaisseur, en superficie et en durée de présence. La calotte glaciaire du Groenland perd constamment de sa masse, relâchant de l'eau douce dans l'océan glacial arctique. Cela entraîne des modifications dans les modes de vie des habitants du Groenland, du Nord-Canada, de l'Alaska, du nord de la Russie. Cela met en péril la survie des ours polaires, la banquise n'étant plus assez solide pour les porter, c'est-à-dire pour leur permettre de chasser et de se reproduire. La situation, en fait, semble beaucoup plus préoccupante que prévu. Le récent rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, prévoyait une hausse des niveaux des océans entre 20 et 60 cm d'ici 2100. Ce qui entraîne quoi? Que les économistes, les gouvernements, les militaires commencent à prendre en compte les conséquences de ces changements climatiques sur nos sociétés humaines. Sur cette carte, on repère les zones côtières à faible altitude, au-dessus du niveau de la mer. Une part d'entre elles est directement menacée par l'augmentation prévisible du niveau des océans. D'abord, cela menace avant tout les deltas des grands fleuves, le Nil, le Gange, l'Amazone, le delta du fleuve Sénégal, le Mékong, le Yangtze. Avec des hypothèses d'élévation de plus de 1 mètre des océans dans les décennies qui viennent, il faut donc prévoir des déplacements de population, des migrations internes, donc des problèmes de saturation des infrastructures et de sécurité intérieure. Le delta du Nil est un bon cas d'anticipation. On repère le Nil, son delta qui ouvre sur le Caire et Alexandrie, et on voit ici en photo satellite les projections en fonction de la montée de la Méditerranée, soit à 50 cm, soit à 1 mètre.
La vulnérabilité est particulière là, parce que ce delta est très peuplé, avec une densité de population qui peut atteindre 1600 habitants par kilomètre carré dans certaines zones. Ce delta est l'une des plus vieilles régions d'agriculture intensive au monde, à moins de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer entraînerait la destruction des points faibles du cordon littoral, ce qui viendrait inonder les terres arables, viendrait saler les nappes phréatiques, rendant l'eau non potable, mettrait un terme à la pêche de poissons d'eau douce, donc pénurie de terre, pénurie de poissons, pénurie d'eau, perte majeure sur le tourisme, déplacement de population. Ce sont les conséquences qu'il convient d'anticiper désormais, et ce delta est un exemple parmi d'autres. Cette fonte des glaces et glaciers entraîne aussi des modifications dans la circulation des courants marins profonds. 2 de ces rapports prévoient en effet qu'à partir de 2010, un enchaînement brise progressivement ce que l'on nomme la circulation thermohaline, c'est-à-dire le circuit mondial des eaux océaniques, influencé par la température de l'eau et la densité de sel. On le sait, l'Europe du Nord reçoit en permanence, le long de ses côtes, un courant chaud, le Gulf Stream, ce qui permet un certain type de climat, un certain type d'agriculture, une certaine température pour l'eau de mer, donc une économie du tourisme, et un certain type de ressources halieutiques. Cette circulation thermohaline pourrait évoluer, le courant pouvant en perdre progressivement sa salinité, ce qui pose un problème pour la reproduction des espèces marines, donc cela modifie les ressources pour la pêche. Et avec la baisse de la température, cela modifie la douceur du climat, donc le tourisme. Le type d'agriculture s'en trouve également modifié, avec l'augmentation d'un temps venteux, plus froid, plus sec. Tout cela étant induit par l'apport majeur d'eau douce venant de la fonte de la calotte glaciaire, peut-être dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Alors ce que nous apprend la lecture de ces rapports nombreux, précis, dont vous trouverez les références sur le site du dessous des cartes, c'est que les gouvernements maintenant prennent en compte les conséquences du changement climatique dans lequel nous sommes entrés depuis une vingtaine d'années sans vraiment nous en apercevoir. Ces rapports sont alarmants et j'ai voulu, ici, volontairement, m'en faire l'écho. Quel va être l'impact sur nos sociétés humaines si celles-ci n'y sont pas préparées? Les conséquences sur les migrations, l'agriculture, les inondations risquent de dépasser les capacités de gouvernance des États, comme on l'a vu avec le cyclone Katrina sur la Nouvelle-Orléans. Alors quel degré de certitude? Eh bien, l'élévation des températures sera de 1 ou 2 degrés, c'est déjà une certitude. 6 degrés, ce n'est pas une certitude. Cela dépend des accords internationaux qui seront mis en œuvre, mais cela dépend aussi de nous, c'est-à-dire de nos comportements, de nos consommations, de l'évolution de nos mentalités. D'où l'importance du sommet de Copenhague en 2009, qui sera une sorte de Kyoto bis, et d'où l'importance aussi de ce que le législateur français aura l'audace de voter pour le Grenelle environnement. Car pour le moment, il y a toujours un sérieux écart entre ce que nous savons et ce que nous faisons.